de l'homme dans sa trajectoire, dans sa vie. Et puis il y a le point de vue du préfet, du responsable public. Et si vous le voulez bien, je vais distinguer, puisqu'il s'agit de porter un témoignage, ces deux niveaux. Première chose, une chose est de lire des livres, des témoignages sur la Shoah. Une chose est de voir des photos dans des livres ou dans des émissions. Autre chose est de le voir. Et je crois de ce point de vue-là qu'il y a dans la vie d'un homme des étapes, des jalons, des journées qui sont inoubliables pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais je crois que cette journée-là, dans mon histoire personnelle, sera certainement une journée très importante. Une journée même majeure, puisque au terme d'un processus très long de maturation intellectuelle pour essayer de comprendre cette tragédie absolue qu'est la Shoah, qu'est l'Holocauste, eh bien, il y a un moment particulier de ma vie, au-delà de Vie et Destin de Grossman, au-delà de Nacht und Nebel, au-delà de Nuit et Brouillard, au-delà de tout ce que j'ai pu lire, au-delà de témoignages de déportés, au-delà de témoignages d'enfants de déportés, il y a la vision concrète de l'horreur. Et il y a deux choses qui me frappent, qui m'ont marqué à vie. Une petite sandalette d'un tout jeune enfant exposé dans Auschwitz I pour rappeler qu'il y a des valeurs absolues, il y a des chiffres, et puis il y a une somme de chagrin et de souffrance, et que cette somme est effarante. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est la science, presque la technocratie qui a été mise au service du mal et du crime. Ce sont ces deux choses-là, une petite sandalette d'un enfant qui aujourd'hui aurait probablement 75 à 80 ans, et puis la technocratie du crime, presque l'ingénierie du mal au service d'une des plus grandes tragédies de l'humanité. Ça, c'est l'homme mardi dernier. Et puis il y a le préfet qui a vu dans ces champs et dans ces espaces, c'est très grand, Auschwitz, Birkenau, il a vu des enfants, des adolescents, l'humanité de demain. Et de ce point de vue-là, c'est très important que le conseil départemental, le conseil régional, les collectivités publiques, les pouvoirs publics offrent à des adolescents qui sont en formation, même si ce n'est pas d'ailleurs au terme d'une trajectoire, de la trajectoire personnelle que je décrivais, mais peut-être au début de leur histoire intellectuelle, après un travail préparatoire qui est fait, je le sais, avec beaucoup de pudeur et d'attention par le corps enseignant, de voir que des collectivités publiques, oui, sont capables de consacrer des sommes importantes à l'édification morale de la jeunesse de ce pays, et quelles que soient les origines géographiques. Et ça, finalement, c'est là, au-delà des deux images, la sandalette de la petite fille toute jeune qui est morte, la technocratie du crime et du mal, mais aussi de bonnes graines qui ont été semées grâce à l'engagement successivement de vous-même, de Martine Waknin, de Christian Estrosi, puis d'Éric Ciotti, puis de Charles Anginesi, qui aujourd'hui offre, je ne peux pas dire cette chance, parce que comment peut-on qualifier cette chance, mais cette opportunité à des jeunes de comprendre, jeunes, ce qui s'est passé, de le voir, et donc derrière de porter, si vous me permettez l'expression, la bonne parole pour les années qui viennent. Donc c'était une journée marquante pour l'homme et une journée marquante pour le préfet aussi. Voilà, c'est un
témoignage. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais voilà les éléments d'introduction que je voulais apporter. Nous nous sommes promenés sur les 175 km² de ce site. Nous avons vu les écoles, enfin les élèves avec des guides. Nous avons eu, nous, une guide. Je ne parle pas de celle du bus qui était en circuit touristique, mais je parle de la guide qui nous a accompagnés dans la visite et de Birkenau et d'Auschwitz, que j'ai personnellement trouvé très émouvante, très authentique, très vraie. Et si elle est comme ça tous les jours, j'ai imaginé qu'elle rentrait le soir chez elle pour mourir, parce que c'est pas possible de tenir autant d'émotions, de faire partager son émotion, et c'est réconfortant peut-être que d'entendre des Polonais tenir un discours différent de ce qu'on entend officiellement. De ce qu'on entend parfois. J'ai trouvé, effectivement, on a eu la chance d'avoir une guide qui était plus qu'une guide. C'était un passeur, c'est-à-dire une personne qui, de toute évidence, avait fait des études d'histoire et de philosophie, oui, puisqu'elle maniait, et d'ailleurs, comme il le fallait, des concepts moraux et historiques sans verser dans l'émotion facile. Et en même temps, vous avez perçu, docteur, je crois que vous avez raison, une émotion très sincère de sa part. Et la volonté de nommer les choses. Donc, c'est vrai que je partage avec vous l'idée qu'il y a quand même des témoignages qui sont plus authentiques que d'autres. Voilà. Et celui-ci était très important. Je ne m'aventurerai pas sur le terrain qui est pour un préfet difficile à aborder, qui est celui de la reconnaissance par les nations européennes de ce qui s'est passé, mais je suis heureux d'avoir pu croiser effectivement une citoyenne européenne lucide, sachant nommer les choses et ne les maquillant pas derrière une novlangue touristique. On doit d'abord se poser des questions historiques et morales, et peut-être est-ce même l'un des rares endroits où on peut vraiment se poser des questions historiques et de morale. S'il y a un endroit en Europe, c'est bien Auschwitz. Alors, quel type de questions historiques? Vous et moi, lorsque nous en discutions, nous parlions de cette responsabilité du régime nazi, en nous demandant comment il avait été possible que les responsabilités soient à ce point divisées, soient à ce point fragmentées, pour qu'à un moment, personne ne se dise que ce qui était en train de se préparer était tout simplement la négation de l'humanité. Ça, c'est une vraie question, non pas morale, mais une question historique. Parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'a frappé dans Auschwitz, c'est la technologie au service du mal. Elle a été organisée par un régime, le régime nazi. Les questions morales, elles sont tellement nombreuses, tellement fortes, les questions morales qu'appellent Auschwitz et les camps de la mort, qu'il ne m'est pas possible de les aborder ici sans trembler de la voix. La troisième chose que je voudrais dire et qui me paraît importante, alors là d'un point de vue historique, c'est qu'il y a une chose que j'ai mieux comprise à Auschwitz, c'est la distinction entre le camp de concentration et le camp d'extermination. Et je crois qu'il faut aller sur place pour bien comprendre cette différence fondamentale. Sans que je mette une hiérarchie morale dans ce qui est une tragédie absolue, la visite de Birkenau est en ceci marquante qu'on voit bien qu'il y a une continuité entre la porte d'entrée et le petit bois de bouleau où étaient les fours, les chambres à gaz et les fours crématoires. Donc on parle beaucoup de camps de concentration, et les seules images, les seules représentations que nous avons, ce sont des camps de concentration où les prisonniers, les déportés avaient quelques semaines
compte tenu des conditions de leur détention et de leur concentration, ils n'avaient que quelques semaines ou quelques mois à vivre. Dans le froid, dans l'humiliation, dans la famine, dans la maladie, au milieu de la vermine, et avec de la part de leurs co-prisonniers, certainement une lutte pour la survie très dure. Au passage, un fils de déporté, le président de Yad Vashem, M. Vancier, nous rappelait à quel point, puisque son père y avait été déporté, à quel point l'humiliation entre la famine, la maladie, les vexations et les humiliations étaient parmi les plus difficiles. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'au-delà de la concentration, il y avait l'extermination directe. C'est-à-dire, en gros, la survie à Auschwitz-Birkenau, elle oscillait entre quelques mois, au mieux, et quelques heures. Et ça, je n'en appelle pas à la révision du terme camp de concentration, mais n'oublions pas qu'il y avait plusieurs camps d'extermination directe. La deuxième chose historique qui m'a frappé, c'est 430 000 juifs hongrois en quelques mois à la fin. Les 6 derniers mois. Sur les 6 derniers mois, 430 000 juifs hongrois ont été exterminés. Et donc Auschwitz, c'est 1,5 million de personnes assassinées sur plusieurs années. Mais s'il m'est permis de trouver une distinction, alors il y en a plusieurs. Ce sont, comme le dit, comme le rappelle le monument en hommage principalement des Juifs qui ont été exterminés, les Juifs de nationalité hongroise, et c'est ce qui nous a tous les deux effrayés, 430 000 en quelques mois. Il fallait finir le travail. C'est-à-dire que la machine infernale est allée très très vite à la fin. Et là, l'amateur d'histoire ne peut pas s'empêcher de se dire que en quelques mois, en quelques jours, en quelques semaines, on aurait pu sauver beaucoup plus de personnes. Voilà, moi, ce qui m'effraie aussi, c'est que la Shoah n'a jamais été aussi abominablement efficace que dans les derniers mois. C'est d'ailleurs ce que dit Simone Veil. Oui. Simone Veil est une déportée des quelques derniers mois. Et elle disait bien que le monstre était encore plus avide et abominablement efficace à la fin. La dernière réflexion modeste, très humble, c'était comment se pouvait-il qu'une telle organisation aussi massive ne transpire pas plus? C'est une question. Vous voyez que je suis tellement ému par les questions morales que cela suscite que je préfère me réfugier sur les questions historiques. Mais vous percevez bien l'émotion qu'a suscité ce déplacement. Mais sur le terrain historique, qui rejoint très vite celui de la morale, la question effectivement du gigantisme technocratique de cette organisation de mort nazie me conduit à penser qu'il n'était pas possible que cela ne se sache pas. Plus tôt, plus vite. D'autant que ceux qui l'ont fait avaient prévenu. Dans Mein Kampf, on peut très bien retrouver les détails. La puissance explicative et prédictive de Mein Kampf, et d'ailleurs y compris sur le cas de la France, et c'était écrit. Oui. C'était écrit. Et personne n'a cru. Enfin. En tout cas, c'était bien écrit et très tôt. Mais fort heureusement, il y a eu partout aussi, et ce sont des lucioles d'humanité et de résistance. Il
y a eu des résistances dans le ghetto de Varsovie, et il y a eu, fort heureusement, y compris en France, et très tôt, on parle évidemment du rôle à Lyon. Il y a eu d'authentiques comportements de résistance. On parle évidemment du rôle majeur de la CIMAD. Oui. On parle évidemment du rôle majeur du cardinal Gerlier. Et puis il y a eu évidemment des résistances, y compris dans le ghetto de Varsovie, des comportements de résistance, parce que les gens commençaient à se poser des questions en disant mais où vont-ils? Un point d'ailleurs qu'on voit bien à Auschwitz, c'est le leurre, c'est le mensonge. Ce n'était au départ qu'une déportation. D'ailleurs, quand vous regardez l'entrée d'Auschwitz, on promet là-bas le travail, donc la survie. Au bout de 2 mois, c'était fini. C'était la mort dans des conditions atroces, quand ce n'était pas l'extermination immédiate. Mais il y a eu un mensonge, on a menti. C'était au départ, vous serez déporté, puis ensuite vous serez concentré, puis ensuite vous serez exterminé. Mais enfin là, on ne l'a jamais dit. Mais il y a eu aussi toute une propagande. Cette organisation nazie était une organisation technocratique et de propagande. Et cette galerie de portraits dans les couloirs et dans les salles, où on met un visage pas sur des noms, parce qu'ils perdaient leurs noms en arrivant. Non, ils étaient immatriculés. C'était des numéros. Voilà. Immatriculés. Mais quand on a vu que derrière des numéros, il y avait des noms, derrière les noms, il y avait des visages. Et des regards, des regards effarouchés. Et moi, si vous le permettez, docteur, la chose qui m'a le plus marqué, c'est je regardais les durées de vie. Oui. 1 mois. Je regardais 2 choses. D'abord, à votre invitation, je regardais les regards. Des regards fous de terreur. Et ensuite, la durée de vie. C'était quelques semaines. Pour ceux qui étaient prisonniers. Ceux qui étaient exterminés, on n'a pas pris de photos. Non. Ils ont été directement exterminés. Enfin, on a pris des photos, mais de groupe. Je garde, au-delà de la petite sandalette, une image déchirante qui m'a rempli d'une infinie tristesse lorsque je suis revenu à Nice, mais qui aujourd'hui me donne de la force. C'est l'image du petit garçon qui, au sortir d'un wagon, tient la main de sa mère, il regarde l'objectif et il ne sait pas ce qui va lui arriver. Nous le savons. Et lui il est à jamais inscrit dans mon cœur. Sans doute un petit Hongrois, juif, et on sait ce qu'il en est advenu. Il y a aussi ce moment d'émotion avant le dépôt de gerbe, quand les lycéens qui nous ont accompagnés ont lu des textes, et avec beaucoup de talent. Oui. Mais je crois que le talent était dû à l'émotion. Ces adolescents étaient tout à fait admirables. Vous et moi, qui sommes des hommes mûrs, nous nous sommes préparés, vous, plus que moi, puisque ce n'était pas votre première visite, et vous, Maurice, nous avons de l'expérience humaine et un engagement, mais je trouve que ces jeunes qui ont fait face à cela sont admirables. Oui. Ils ont été admirables à la fois de lucidité, mais en même temps ont apporté à ce déplacement aussi la part de lucidité, mais aussi d'insouciance. Un jeune auquel un des élus qui nous accompagnait, qui organisait même ce déplacement, a dit alors, pouvez-vous me dire quelque chose? Il m'a dit, et ce jeune homme qui est probablement d'un collège de Nice ou de Cannes, je ne me rappelle plus, a répondu, je n'ai qu'un mot, cela fait tellement mal au cœur. Et je trouve que c'est qu'avec des termes très simples, finalement tellement bien résumé les choses. Dans ça, il y avait cœur, mal et tellement. Et vous voyez, moi, depuis 20 minutes, j'essaye de définir ce que j'ai ressenti. Mais je trouve ces jeunes admirables parce qu'ils ont affronté quelque chose que vous et moi, nous sommes à l'âge d'affronter. Puisque c'est au terme d'un processus d'appréhension et de connaissance historique et morale. Mais eux, ils sont tout jeunes.
et ils ont été d'une belle dignité, d'une réelle émotion, et ont su à la fin résumer en un mot simple. Alors, ce qu'ils ont vu, ça les marque, mais ça va surtout faire son chemin dans l'édification morale d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui ont pu bénéficier de ce déplacement. C'est pas tout de suite qu'on va voir les bienfaits. C'est tout au long de la vie que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes apporteront à l'humanité le témoignage de ce que cela a existé, de ce que c'est une abomination absolue. Et ils vont porter la bonne parole, si vous me permettez cette expression. Oui. Et donc, moi, je trouve ces jeunes admirables, parce que pour nous, nous sommes prêts à voir ça. Vous, moi. Mais affronter cette vérité et en sortir plus fort, à la fois indemne et plus fort, ils nous ont administré une belle leçon d'espoir, ces jeunes collégiens, comme les jeunes lycéens, une semaine avant, avaient apporté une belle leçon à la génération que nous sommes. Et par les travaux qu'ils réalisent ensuite, quand ils reviennent, ils font des travaux qui servent de matériel pédagogique aux professeurs. Et c'est très très émouvant. On a eu l'occasion effectivement de voir et d'entendre justement des textes, des travaux qui ont été réalisés par ces collégiens. C'est admirable, admirable. Vous avez raison, Maurice. Une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est j'ai aussi beaucoup regardé les professeurs d'histoire ou de français ou de philosophie, pas de philosophie puisque ce sont des collégiens, mais sûrement des professeurs d'histoire ou de français qui les encadraient. Ils étaient à la fois très réservés pour laisser aux jeunes découvrir, mais on sentait qu'ils étaient totalement engagés dans la préparation de cet événement. Donc finalement, on a dans ces opérations menées par, encore une fois, le Conseil régional pour les lycées, Conseil départemental pour les collégiens, avec une belle continuité d'ailleurs. Oui. Ça ne souffre pas de débat politique. Vous avez Christian Estrosi qui fonde la démarche, vous avez Éric Ciotti qui l'a fait vivre, et Charles Ginesi qui l'a fait vivre aujourd'hui. Et vraiment, ça fait du bien de voir une telle continuité, avec évidemment toute la présence morale que peut apporter le consistoire, que peut apporter une femme aussi importante dans la vie publique qu'est Martine Wachnine. Il fallait au départ avoir l'idée. Une chose est de la faire vivre, mais il fallait faire ce pari il y a quelques années que finalement, au-delà des cours d'histoire, rien ne remplacerait jamais. Alors, est-ce que c'est le terme pèlerinage? Je ne crois pas, mais c'est une démarche que d'aller là-bas. C'est une démarche fondamentale de mémoire. Mais c'est une mémoire vive, parce que on ne voit pas, ce qu'on voit, ce sont des choses extrêmement concrètes. On a, lorsque l'on traverse l'instant de la visite, de la démarche, c'est la traversée de la chambre à gaz. On voit les orifices par lesquels était diffusé le cyclone. Et on voit d'ailleurs les boîtes de conserve de cyclone B entassées. Et immédiatement reviennent les pages littéraires les plus importantes, pour moi, qui sont celles de Vassili Grossman dans Vie et Destin, dans laquelle il décrit la mort d'un enfant dans une chambre à gaz. Il le décrit. Donc moi j'invite vos auditeurs à relire Vie et Destin. Alors ça aussi c'est une sacrée démarche, et qui mêle d'ailleurs, c'est une épreuve, oui. Mais à lire quelques pages sur l'extermination dans Vie et Destin de Grossman, et ensuite voir la chambre à gaz d'Auschwitz I sont une combinaison marquante. Mais on a l'impression d'entendre les cris et de voir les gens se tordre. Voilà. Il y a même des précisions qui nous ont été données sur les conditions de la mort que je préfère pas évoquer ici, par respect pour ces millions d'âmes qui aujourd'hui ne sont plus parmi nous, mais qui sont en même temps, qui vivent en nous, qui portons la mémoire.
la douleur est bien incarnée. Mais là, j'ai l'impression que c'est toute l'humanité qui était à genoux dans cette salle. Voilà. Les souhaits de Simone Veil et de Elie Wiesel étaient que, puisque les témoins, au fur et à mesure de l'avancée en âge, allaient disparaître, qu'il y ait des témoins. Est-ce que vous pensez que ceux qui nous ont accompagnés vont devenir, ou sont déjà, les témoins des témoins? Parce que même pendant la vie des rescapés, d'aucuns ont renié et ont nié l'existence de cette période terrible de la guerre. Et il va bien falloir, au bout de quelques temps, qu'il y ait des gens qui témoignent. Lucien, il y a 3 problèmes historiques. Le premier problème est celui de la douleur des rescapés qui n'ont pas voulu en parler. Il faut respecter cela. Le deuxième problème, qui est le plus terrible, insidieux, c'est le négationnisme. C'est un délit. Le négationnisme. C'est pas seulement une faute morale et historique, c'est un délit. Et puis vous avez ceux qui font des amalgames, tout aussi dangereux moralement et peut-être encore plus pernicieux. Eh bien, il n'est pas besoin d'aller à Auschwitz pour combattre les 2 derniers mots, MAUX. Mais ce qui est très important, c'est que depuis que ces déplacements existent, c'est-à-dire depuis 2003, je crois que beaucoup de jeunes, enfin les témoins ont grandi. Les témoins, ils ont 30 ans aujourd'hui. Ils ont 10 000. Non mais les premiers témoins... 13 000 cette année. 13 000, eh bien, vous savez, si vous faites le calcul, si ça a commencé en 2003, c'était il y a donc 15 ans, ils y sont allés à 15 ans, ils ont aujourd'hui 30 ans. C'est ça. Et donc, ils commencent à, je dirais, enseigner à leurs enfants ce qu'ils ont vu. Absolument. 15 ans, c'est bien. Longue vie au voyage de la mémoire, parce que il faut que ce soit pas seulement une génération, mais 2, 3 générations. Voilà. Ce dernier problème qui se pose est évidemment celui de la conservation d'Auschwitz. Il faut conserver, entretenir Auschwitz pour qu'il y ait d'autres voyages de la mémoire. Or, le responsable public que je suis ne pouvait pas m'empêcher de penser devant l'immensité de Birkenau en disant pourvu que ce soit suffisamment conservé pour garder sa force. Que jamais la poussière ne recouvre, la poussière d'indifférence ne recouvre cet endroit. C'est extraordinaire la phrase que vous venez de citer dans le El Malé Rahamim, dans la prière que nous faisons à la mémoire des déportés, de ceux qui ont disparu dans les camps, etc. Il est effectivement que la poussière ne recouvre jamais le sang de ces victimes. Vous voyez, je l'ai lu là-bas. Je ne suis pas un exégète très aussi poussé et érudit que vous de la Torah et des livres saints. Pas encore. Et je dois dire que c'était une improvisation sincère, mais oui, si c'est écrit comme ça dans vos livres saints, eh ben, tant mieux. Et ma foi, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci, Lucien. De votre présence. Merci, Maurice. J'espère avoir trouvé les termes les plus sincères, les plus spontanés, les moins préparés pour définir les choses. J'ai essayé de bien distinguer l'émotion personnelle de la démarche du responsable public. J'ai essayé de ne pas trop m'aventurer sur le terrain de l'émotion pour rester sur le terrain de l'analyse, mais malgré tout je suis rentré d'Auschwitz avec une infinie tristesse, mais au fur et à mesure cette infinie tristesse se transforme alors là pour le coup je vais citer un poète, en salve d'avenir. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom, et nous vous attendons tous. Donc, je vous rappelle, mercredi à 17h30
dans toutes les synagogues. D'abord à l'issue pour que l'on fasse Mincha, Arvit, et à l'issue de Arvit, la lecture de la Megillah. On ne mange surtout pas, puisque c'est un jour de jeûne, on ne mange surtout pas jusqu'à la fin de la Megillah. Voilà, en tout cas, un joyeux Purim à tous. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et en plus, c'est le Shabbat Zachor. C'est le Shabbat du souvenir. Donc on doit se souvenir de ce doute qu'Amalek a pu, les dégâts qu'a pu occasionner Amalek au peuple juif. Donc les Amalek, malheureusement, c'est comme les quoi nazis. la Torah est d'actualité, puisque Absolument. le voyage de la mémoire a eu lieu cette semaine de cette paracha. Tout à fait. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci, monsieur le préfet. Merci Maurice beaucoup, monsieur le Nidam. préfet. Merci, Lucien Samac. הקדוש